Bonjour, здравствуйте, привет. Je ne sais pas si vous avez voyagé cet été, mais je vous espère en forme, calme et apaisé. Car nous allons aborder un sujet qui nous concerne tous, le stress. Pour aborder ce sujet sensible, nous sommes allés rencontrer un chercheur bien calé sur la question, le docteur Jean-Jacques Benoliel. Il nous a reçus dans ses laboratoires à la faculté de médecine Pierre et Marie Curie à Paris. Et voici une petite surprise pour vous, pour comprendre l'homme. Quoi de plus naturel que de commencer par étudier les animaux? Bienvenue dans le monde des rats. Ne restez pas trop près de l'écran si vous en avez la phobie. Le stress, c'est vital, c'est-à-dire utile pour la préservation de l'individu. C'est une réaction physiologique normale, automatique, que l'organisme met en place face à n'importe quel danger, qu'il soit réel ou potentiel. Alors docteur, quelles sont exactement ces réactions physiologiques? Le stress va consister à ramener l'énergie vers les organes qui vont avoir besoin de réagir au danger. Ces organes qui ont besoin de réagir, lesquels sont-ils? D'une part le cœur, puisque c'est lui qui va fournir l'énergie aux différents organes. D'autre part les muscles rouges, puisque c'est eux qui vont agir, c'est-à-dire fuir ou combattre. Et puis surtout, le dernier organe qui est essentiel là-dedans, c'est le cerveau, puisque c'est lui qui va analyser la situation et prendre la bonne décision. Pouvez-vous nous dire un peu plus en détail quelles sont les hormones ou substances biologiques qui interviennent alors? Il y a plusieurs substances. Il y a d'abord l'adrénaline qui va être la première hormone qui va se mettre en place, qui va venir accélérer le rythme cardiaque, induire un certain nombre de réactions, et puis immédiatement après, pour venir moduler cette réaction, il y a ce qu'on appelle les glucocorticoïdes, et en particulier le cortisol, qui va être activé et qui va justement permettre de maintenir cette réaction de stress. D'accord. Donc si l'état de stress perdure un petit peu trop longtemps, alors que le danger est désormais écarté, c'est qu'il y a une baleine sous gravillon, non? Autrement dit, allô Houston, on a un problème. Mais qu'est-ce qui fait qu'on ne retrouve pas un état normal? C'est-à-dire que dans une situation normale de stress, comme je viens de vous le dire, ces réactions se mettent en place, mais le cortisol, en particulier que j'ai cité précédemment, exerce un contrôle sur sa propre libération. C'est-à-dire que lui-même, en étant libéré, va venir réguler sa libération et venir réduire sa propre libération de telle sorte que l'individu revienne à un état normal. Et lorsqu'on rentre dans un état pathologique, c'est justement lorsque il n'y a plus ce rétrocontrôle dit inhibiteur qui s'exerce, et par conséquent il y a un emballement de ces réactions et on rentre dans les situations de stress pathologique. Alors docteur Benoliel, vous travaillez notamment sur l'animal. Quelles sont les questions scientifiques qui vous intéressent au quotidien dans votre laboratoire? Au quotidien justement, je rebondis sur ce que nous disions précédemment, c'est évidemment les situations de stress pathologique qui nous intéressent et savoir comment un stress intense peut évoluer vers un état anxieux ou vers un état dépressif. Et donc, c'est ce que nous essayons de modéliser chez l'animal, avec bien sûr toutes les précautions qui s'imposent, parce que modéliser l'anxiété ou la dépression chez l'animal est quelque chose d'extrêmement compliqué, évidemment. Alors, justement, en quoi est-ce qu'on peut considérer que ces expériences modélisées sont applicables à l'homme? Le mécanisme dont je parlais précédemment, c'est-à-dire cette boucle de rétrocontrôle exercée par l'axe corticotrope, donc par le cortisol, est ce qu'on va essayer de reproduire. C'est-à-dire que chez l'animal, on va essayer de reproduire des situations qui sont connues pour induire des états de dépression, par exemple, chez l'homme. Donc des situations de stress intense ou des situations de stress répété. Donc on va essayer de créer des situations qui vont conduire à déréguler finalement l'axe corticotrope qui lui-même, à ce moment-là, pourra éventuellement déboucher sur des situations pathologiques, en tout cas qu'on essaiera de modéliser chez l'animal. Finalement, cet axe du stress est commun à tous les mammifères, de la chauve-souris à l'homme, en passant par les dauphins. Et donc notamment chez les rats. Alors racontez-nous un peu comment vous faites pour comprendre ce qu'il se passe chez l'homme à travers le rat. Nous avons choisi finalement des situations que l'animal rencontre dans son propre environnement, c'est-à-dire des confrontations avec des congénères et finalement des relations de dominant à dominé. Et c'est ce que nous essayons de créer, ce qui reproduit, je suis très schématique, mais par exemple des situations que l'on peut rencontrer dans son milieu professionnel, et des situations de conflit, par exemple avec un supérieur ou autre, qui peuvent conduire à ce type de situation. Ce protocole est réparti en deux phases. Une première phase, comme on le voit ici, où l'animal
et dans la cage du rat agressif, mais séparé de lui de tout contact physique par un grillage. Donc il y a des relations olfactives et visuelles, mais pas de contact physique. Et puis, dans un deuxième temps, on va supprimer ce grillage de protection, et c'est la situation suivante, où là, l'animal n'est plus protégé. Il va y avoir quelques confrontations qui vont se produire. Donc, on le voit ici, voilà, c'est une phase de soumission. Notre animal expérimental va rester immobile, un petit peu tétanisé, de telle sorte qu'il dit « Ok, je ne bouge plus, tu ne m'agresses plus ». Et la force de ce modèle, c'est que nous allons reproduire ces mêmes deux séquences quotidiennement. Donc d'abord l'anticipation de la défaite sociale, puis ensuite la confrontation. Si bien qu'à mesure où les séances se passent, l'animal sait qu'il est face à l'animal qui l'a déjà agressé, puis il anticipe la confrontation qu'il va subir face à cet animal. Donc il y a une très forte montée de stress. Voici le comportement de l'animal dans la première phase, mais le dernier jour d'expérience, au bout des 4 confrontations. Là, cette fois-ci, il n'a plus du tout un comportement exploratoire. Il est en mode de soumission, même avec le grillage, et en posture de défense, c'est-à-dire qu'il est déjà complètement soumis. Ce qui nous intéresse, et comment essayer de modéliser justement les pathologies humaines, c'est finalement quelles sont les conséquences à long terme de cette défaite sociale. Donc ce que nous étudierons, c'est au cours du temps comment les animaux récupèrent de cette défaite sociale en suivant différents index comportementaux et biologiques. C'est tout à fait intéressant. Alors parlons de cette récupération. Peut-on dire que nous sommes tous égaux face au pouvoir nocif d'un stress difficilement géré ? Les réactions ne sont pas différentes du tout d'un individu à un autre. C'est-à-dire que tous les individus réagissent de la même façon. Et qu'un certain nombre de paramètres, qu'ils soient biologiques, anatomiques ou comportementaux, sont tous équivalents chez tous les animaux dans les 5 jours qui suivent la défaite sociale. C'est ce qu'on va qualifier, nous, de l'état de post-stress. En revanche, c'est la récupération qui va différer selon les animaux. C'est-à-dire que certains animaux, au cours du temps, vont revenir sur ces différents index que nous mesurons. Tous les index reviendront à l'état basal au bout d'environ 1 mois. Et puis chez d'autres, on a l'impression, sur le plan comportemental, qu'il n'y a plus aucune différence, qu'ils sont eux aussi revenus à l'état basal. En revanche, il y a des traces qui sont restées de ce premier stress, qui sont des traces à la fois au niveau du cerveau, de l'anatomie du cerveau, et puis un facteur neurotrophique, un peptide que l'on mesure, qui lui a été diminué par le stress, mais qui ne remonte pas chez ces animaux. Et ce facteur nous sert finalement à distinguer ces animaux vulnérables des animaux non vulnérables. Alors, un petit complément d'information. Un facteur neurotrophique est une substance qui participe tout simplement au développement et au bon fonctionnement du cerveau. Et l'un d'entre eux ne retrouve pas une quantité normale, même si en apparence, sur le plan comportemental, ces animaux réagissent au stress de façon strictement identique. Qu'est-ce que cette vulnérabilité va changer dans la suite de leur histoire ? Eh bien, lorsqu'on les soumet cette fois-ci à un deuxième stress, mais qui va être beaucoup plus modeste, qui par lui-même n'a pas d'effet majeur chez un animal contrôle, eh bien, les animaux qui ont gardé ces traces, eux, vont développer un profil qu'on peut apparenter à la dépression, alors que les autres réagiront tout à fait normalement à ce second stress. Ainsi, un deuxième événement stressant serait perçu totalement différemment par un individu dit vulnérable, c'est-à-dire qui aurait gardé une sorte de cicatrice neuronale d'un premier événement. Ce qui est difficile à comprendre actuellement, c'est pourquoi certains récupèrent et d'autres non, alors que le stress est identique. Est-ce qu'il y aurait des stratégies qui permettraient d'atténuer cet état de vulnérabilité ? On peut, à l'issue du stress, mettre les animaux dans un environnement qu'on appelle enrichi. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir être non plus simplement dans leur cage, mais dans leur cage, on va leur mettre des petits jouets, des roues qui vont leur permettre de faire un peu d'exercice ou autre. Et c'est un petit peu l'idée que l'on développe actuellement, c'est est-ce que finalement cet environnement enrichi ne permettrait pas de gommer cet état de sensibilisation au stress qui s'est installé, et ça rejoint parfaitement votre question. Il semble donc très important de mettre en place assez rapidement un environnement favorable, ce qui peut aussi se manifester chez l'homme par un accompagnement sur le plan cognitif, avec une écoute ou des thérapies cognitives adaptées.
Mais par exemple, dans le cas d'un attentat, il faudrait être en mesure de savoir quels sont les individus vulnérables pour pouvoir intervenir le plus vite possible. Est-ce qu'à l'instar de l'animal, on a des pistes là-dessus ? On le sait au travers de la mesure de ce facteur qu'on a trouvé. Je vais donner son nom, c'est le BDNF, qui est un facteur neurotrophique. Donc on avait pensé, enfin il y a un certain nombre de publications qui montraient qu'il était diminué dans les états dépressifs. En fait, ce que l'on montre maintenant clairement, c'est que le BDNF effectivement est diminué en réponse à un stress. Et finalement qu'il accompagne la dépression, mais que ce n'est pas un marqueur de la dépression. Et donc le suivi de ce facteur, dont à l'heure actuelle est évalué chez l'homme dans des populations de sujets qui ont été stressés, et dont on est en train d'exploiter les résultats, constituerait un marqueur biologique objectif de l'état de vulnérabilité. Le BDNF participe notamment au maintien de fonctions cérébrales essentielles telles que l'apprentissage et la mémoire. Pour résumer, le taux de BDNF s'effondre chez tout le monde lorsque l'on vit un stress intense. Mais il reste anormalement bas chez certains d'entre nous et constituerait alors un facteur prédictif de la dépression. Docteur Benoliel, un grand merci pour vos précieuses explications et notamment pour nous avoir fait découvrir le monde de la recherche scientifique à travers l'expérimentation animale. Merci à la faculté de médecine Pierre et Marie Curie de nous avoir reçus dans ces locaux. Ces expériences alimentent les débats mais sont pourtant fondamentales, comme vous l'avez compris, pour que la recherche avance. D'ici la prochaine émission, c'est à mon tour de partir en vacances. Je vais aller voir dans un train si j'y suis et si mon taux de BDNF se régule. Qui sait ? Das Vidania.